Donc, cet après-midi était intitulé Aller Horizon 2030. Et ça va être donc le thème de notre table ronde. Alors, pourquoi l'avoir intitulé Aller Horizon 2030 ? Bien, tout simplement parce que 2030, c'est, selon les spécialistes de la mobilité, l'horizon auquel le véhicule autonome pourrait l'emporter sur le véhicule conventionnel. Et ça, normalement, ça devrait nous simplifier la vie et nous simplifier le chantier qui va nous permettre d'avoir plus d'allées. Donc on a le même objectif qu'avait TreeNet, qui était, quand ils ont commencé, d'avoir plus d'arbres et plus d'allées. Donc nous aussi, je pense que c'est un objectif qu'on partage en commun. Donc d'avoir des allées en plus grand nombre et mieux traitées, évidemment. Et pour l'instant, on est quand même trop souvent encore empêché par les gestionnaires qui n'ont pas intégré les données de sécurité routière que je vous ai montrées ce matin et qui du coup ne veulent pas de plantation à proximité de la chaussée. Alors ça commence à évoluer puisque je vais vous montrer deux choses tout à fait récentes. J'espère que vous pouvez les voir. Ce sont deux de nos lauréats du prix des allées des années passées. Et à gauche, on voit une publication du Moniteur 77 qui date du 25 octobre, juste après la journée européenne des allées, puisque ces deux départements ont fait des actions pour la journée des allées qui est le 20 octobre. Et on peut lire dans cet article de presse, à l'occasion d'une exposition qui avait été faite par le département, que le département relève 5 idées reçues concernant les alignements d'arbres au bord de route et qu'il souhaite donc dénoncer. La première, c'est les arbres au bord des routes, c'est dangereux. Et donc, nous avons un conseil départemental qui dit c'est le contraire. Des études démontrent que les arbres au bord des routes produisent un effet couloir qui a pour conséquence de faire ralentir les automobilistes. Voilà. Je n'ai pas montré toutes les idées reçues, mais il y avait une idée reçue, c'est les allées coûtent cher. Eh bien, non. Donc, je faisais non. Voilà. Donc, ça, par rapport à la sécurité routière. Le conseil départemental de Haute-Garonne, et on va avoir avec nous à la table ronde donc Éric Constansou, lauréat, qui n'hésite pas à replanter sur ses accotements selon les itinéraires, mais enfin bref, voilà, il fait des choses qu'on voit trop rarement ailleurs. Dans tous les cas, le véhicule autonome à l'horizon 2030 va évacuer à terme ces questions de sécurité routière et d'arbres à proximité de la chaussée. Pour ce chantier Horizon 2030, on propose 3 mots-clés. Le premier, c'est lien. Alors, il a disparu en haut de la diapo, c'est pas grave. Ouais, vous allez retrouver, oui, tout ça. Lien, par nature, les allées, effectivement, constituent un lien physique entre deux points. Par-delà le lien physique, il y a un lien temporel. On a bien vu que finalement, notre colloque n'existerait pas s'il n'y avait pas eu les allées du début du siècle, de même que toutes nos allées sont liées au Jardin à la Française du XVIIe. Voilà, donc il y a des liens dans le temps. Des liens symboliques qui sont forts. En l'occurrence, on a le lien entre le théâtre de la guerre et l'espace domestique du souvenir qui a été évoqué à l'occasion des plantations mémorielles. Le lien symbolique dont nous ont parlé Katharina et Piotr qui ont dû partir parce qu'ils ont une longue route, mais ce lien donc, de cohésion entre deux points de part et d'autre d'une frontière. Et vraiment, les allées, là, on voit qu'elles sont vraiment parfaites pour porter des valeurs de cohésion et de paix. Ce lien symbolique, c'est un lien incarné, c'est un lien humain, ce sont des relations humaines qui se sont nouées au cours de ces 2 journées, qui se sont nouées entre David Lowry, qu'on va voir aussi à la table ronde, et le maire de Pozières, Bernard Delattre, ou bien entre l'administration des routes allemandes avec Katharina des Amis de la Terre, et de l'autre côté l'administration des routes polonaises. Voilà, donc des liens humains. Au total, on a donc un lien physique entre 2 points, un lien que chacun peut parcourir, donc y compris la faune, on a parlé de corridors écologiques. Et par-dessus cela, on a donc des liens qui sont des liens qui s'affranchissent sans problème de la proximité géographique. Un lien symbolique n'a pas besoin d'être relié
géographiquement. Donc l'horizon 2030 qu'on vise, c'est celui donc, où nous aurons plus d'allées et des allées de qualité, donc plus de liens physiques, plus de liens symboliques et plus de liens humains. Les allées d'arbres de la guerre à la paix. Finalement, c'est la poursuite de l'histoire humaine des allées mémorielles, ou en tout cas pouvoir s'en inspirer pour trouver des manières différentes et complémentaires de faire union et d'entretenir la paix. Alors, certains vont peut-être planter, selon le schéma qui nous a été présenté, des allées mémorielles pour les victimes de nouvelles guerres, peut-être, puisque la question se pose malheureusement, ou pour d'autres victimes d'autres drames. Éventuellement, planter a posteriori pour les victimes passées. Ça s'est fait donc, pour certaines communes du Jura en France. Comme Brévent ou Champagney, qui ont planté donc, en 2014 des allées qui étaient pour leurs soldats de la Première Guerre mondiale. Ça peut être en plantant, en partant toujours de cette idée d'allée mémorielle, mais peut-être en changeant quelques petites choses et en y juxtaposant des nationalités, comme c'est fait dans certains cimetières militaires qui sont multinationalités, ou bien carrément en mêlant un à un les soldats dans une même allée de plusieurs nationalités, comme on a à la chapelle de la paix à Sierck-Perle, une liste des soldats français, allemands en ordre alphabétique sans se soucier de leur nationalité. Est-ce que c'est peut-être en plantant plus d'allées transfrontalières? Donc on a déjà vu que Hénin, les Bouzonville étaient déjà en train de penser à ça. Comme se sont faits finalement peu de temps après les allées transfrontalières, ou même en même temps pratiquement, les parcs transfrontaliers de la paix qui ont été instaurés dans les années 30. Est-ce que ça peut se faire, autre piste que tout cela peut nous inspirer, c'est de jumeler des allées au niveau mondial, à l'instar du Seattle Tashkent Peace Park, qui a été conçu à la fin des années 80 comme un site jumelé à l'échelle mondiale. Donc là, on a une grande distance entre les deux, mais un lien qui existe. Est-ce que ça ne peut pas être en allant carrément vers un itinéraire culturel européen des allées, donc ces itinéraires culturels européens qui sont portés par le Conseil de l'Europe, ou même un itinéraire culturel mondial des allées, s'appuyant sur un dossier UNESCO de reconnaissance de patrimoine de l'humanité. Voilà, on peut imaginer qu'un jour on aboutisse à ça. Donc un itinéraire culturel européen, c'est quoi? C'est un réseau qui n'est pas nécessairement continu, mais qui a des points d'ancrage physique bien précis, donc des allées bien précises, avec des acteurs engagés, donc des allées qui font sens, des lieux qui font sens, des acteurs engagés. Un réseau qui crée une unité dans une diversité qui a des fondements historiques. Les allées polonaises ne sont pas tout à fait les allées françaises, les allées australiennes ne sont pas tout à fait les allées françaises, mais voilà, il y a des liens. Donc une diversité quand même qui fait au total unité, et un réseau, donc itinéraire culturel européen, un réseau qui invite à connaître l'autre par le tourisme culturel. Voilà. Pour parvenir à cet horizon 2030, il nous faut deux autres mots-clés qui sont absolument essentiels et que vous travaillez tous dans votre quotidien, c'est la connaissance. Il faut savoir où sont nos allées, on a parlé d'inventaire déjà. Il faut savoir où sont nos allées, les identifier comme, en tant que telles, quand il ne reste plus qu'un arbre, comment on identifie que c'est une allée. Parce que s'il n'y a plus personne pour savoir que c'est une allée, qui est-ce qui va défendre l'intérêt que ça a de les préserver? Qui est-ce qui va empêcher leur disparition? Et qui est-ce qui va finalement les replanter, le moment venu? Il faut connaître de manière générale les allées, et chaque allée en particulier, pour pouvoir connaître leurs atouts réels, pour pouvoir croiser correctement les impératifs techniques qui sont ceux de l'arbre et de la route, d'une part,
et puis leur intérêt culturel, leur intérêt pour la biodiversité et les aménités, c'est-à-dire leur intérêt historique, leur intérêt environnemental et leur intérêt social. On en a beaucoup parlé de tout ça déjà. Donc, et on peut faire référence à l'article toujours L350-3 qui fait bien cette jonction. Donc il faut des savoir-faire, des connaissances, il faut des savoir-faire précis en matière de gestion. Là, il y a des gestionnaires qui ont des bons savoir-faire et qui les partagent, donc c'est fondamental. Si vous ne les avez pas encore rencontrés, donc Yannick Andrès, tout au bout là-bas, Nancy, Anne Colneau, expert en arboriculture qui représente le GKO qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, et puis quand je cherche un prénom, Augustin Bonardo, ça vient. Donc le monsieur Arbre du CAUE 77, que tout le monde connaît pour ses fiches techniques absolument essentielles à faire connaître dans toutes les communes de France et de Navarre et au-delà. Donc des savoir-faire précis. Et puis autre chose, donc, vous avez vu que c'est un des enjeux de ce colloque ici et de la suite, c'est le partage des connaissances et le décloisonnement. Décloisonnement entre catégories professionnelles, donc entre les paysagistes, les historiens, les spécialistes de l'arbre, les biologistes, etc. Et aussi entre catégories d'acteurs, donc la société civile, les élus et les professionnels. C'est indispensable. Et vraiment une vraie co-construction, quand on parle de concertation, ça doit vraiment être compris comme une co-construction des projets qui doivent vraiment être au cœur de l'action pour que les projets soient des projets de qualité et qui soient des projets qui évitent les conflits et qui, du coup, finalement, ils prendront peut-être plus de temps à devenir mûrs, à maturer, mais ils seront moins, ils sont moins à risque, ils risqueront moins d'être remis en cause au bout du compte, et au bout du compte, on y gagne. Et le troisième mot-clé, donc, c'est animation. Elle est indispensable pour contrer l'érosion de la mémoire, que ce soit une érosion par oubli ou par banalisation, et pour garder le patrimoine vivant et visible. Et donc maintenant, tout ce que vous faites les uns et les autres, eh ben, on va pouvoir, je pense, l'inscrire dans avec ces trois mots-clés.